Il s'insurge. Il parle avec émotion. Francis Gosselin. En première page du Journal de Montréal aujourd'hui, un homme accusé d'avoir orchestré un stratagème de type Ponzi a floué une centaine de Québécois et dérobé plus de 20 millions de dollars. J'en parle avec François Lambert, qui est un entrepreneur, un homme d'affaires et à ses heures, a déjà été un investisseur. Là, je ne sais pas s'il le fait toujours. Bonjour François. Salut Francis. Merci. Non, j'investis plus maintenant. Je m'occupe à temps plein de ma ferme et de mes placements qui vont très bien. Plus qu'on va parler de Ponzi, je te laisse lancer le sujet. Non, justement, j'allais dire, je te suis sur les médias sociaux. Je sais que tu as pris la parole récemment là, à ce sujet-là, à savoir plus d'investissement externe, plutôt focalisé sur les produits de ton entreprise. On pourra en parler un peu plus tard, mais je vais te poser la question parce que tu as été, moi je t'ai connu comme beaucoup, à l'émission Dans l'œil du dragon, vraiment comme un investisseur dans des entreprises. Ouais. Puis c'est particulier cette émission-là parce qu'on voit justement des gens qui viennent un peu nous vendre du rêve, puis des fois c'est un peu n'importe quoi. Puis des fois, il y a une vraie entreprise derrière. Puis le rôle du dragon, c'est un peu de voir à travers, tu sais, le mythe ou la bullshit, j'ai envie de dire. Et là, on est confronté dans un tout autre registre, mais à quelqu'un qui a vendu du rêve. Puis lui, c'était pas un vrai rêve, justement. Mais est-ce que ce réflexe de l'investisseur, tu l'as affûté à travers l'émission, à travers d'autres expériences? Puis c'est quoi qui fait qu'on distingue le vrai du faux quand on est un investisseur, justement? En partant, là, j'ai regardé ici sur le journal, parce que le nom de l'entreprise me fait bien rire. En partant, là, ça s'appelle RE7-générateur de profit. Mm-hmm. Et avec profit avec un signe de dollar. Mm. Déjà là, en partant, tu te pousses en courant. C'est un nom. Depuis quand que les entreprises sérieuses mettent un signe de piastre dans leur entreprise? Déjà là, honnêtement, comme Dragon, je poserais de sérieuses questions. Maintenant, le rendement qu'ils offrent entre du 26 et du 48 %, ils font des prêts. Cette entreprise-là faisait des prêts, donc des prêts presque usuraires, qui sont pas illégaux, mais qui sont borderline immorales. Moi, comme investisseur, j'embarquerai jamais là-dedans. Sur mon site, j'ai même pas encore le Buy Now, Pay Later. Je suis pas à l'aise que les gens viennent acheter à crédit sur mon site, à part la carte de crédit. Donc, comme investisseur, je serais pas à l'aise de faire des prêts de 30 % puis à 40 %. Donc, les gens qui se sont fait prendre là-dedans, puis ce matin, j'ai grincé des dents en voyant la nouvelle parce que je me suis dit, sincèrement, on te propose du 26 % cette année. Le TSX Toronto nous a donné du 25,71 %. On est bien assis dans notre salon, on prend une petite tisane l'après-midi, un petit thé le matin, puis on regarde nos placements monter sans aller dans des placements comme ça. Moi, là, j'ai aucune pitié pour les investisseurs qui ont mis de l'argent là-dedans. Ils ont couru après le trouble. Ça n'existe pas du 26 à 48 % à moins. Oui. Oui, M. Lambert. Oui, c'est Olivier qui vous parle. Est-ce que vous pourriez expliquer pour nos auditeurs, c'est quoi un stratagème de type Ponzi, là, parce que ça revient quand même assez dans la messagerie? Oui. Un type Ponzi, là, ça fonctionne tout le temps. C'est que dans le fond, moi, je vends un placement avec des taux d'intérêt élevés. Les gens embarquent et là, ils en parlent à leurs amis parce qu'ils disent, écoute, comment tu fais ton argent? Je fais de l'argent parce que j'ai investi dans telle affaire et cette chose-là me rapporte du 26 %. Donc, tout le monde embarque. Puis à un moment donné, il y a des gens qui disent, ce serait peut-être le temps de retirer mes sous. Et quand les sous commencent à être retirés, c'est là le Ponzi, ça vient de Charles Ponzi qui avait fait ce premier stratagème-là. Donc, dans le fond, c'est tant qu'il y a de l'argent qui rentre au moulin, tout le monde est gâté. Tout le monde a son petit nanan en passant. Et d'ailleurs, j'ai déjà investi au Liban, parce que mon associé Georges Karam, qui fait Dragon depuis 6 ans, est libanais. Et le système bancaire libanais était bâti comme ça. J'ai encore 5 000 $ dans une grande banque, l'équivalent de la Banque de Montréal ou la TD Bank ou Banque Royale, la Byblos Bank au Liban. Et il donnait du 7 %. Donc, tant qu'il n'y avait pas de guerre au Liban, puis que les expats rentraient de l'argent, on pouvait avoir notre 7 %, ce qui n'est pas exagéré, là. C'était pas des placements. Puis à un moment donné, j'ai senti la soupe chaude, mais la soupe était trop chaude pour le 5 000 qui me reste, qui est probablement un don. Donc, c'est ça, un Ponzi scheme, ça fonctionne avec les entrées d'argent, et c'est là qu'on peut en faire des grands rendements. La crypto est remplie de Ponzi scheme. Tout simplement, il y en a plein. Quand il y a des taux de quand il y a un taux de rendement garanti plus que 10 %, posez-vous donc des questions. 10 %, nos placements à chaque 7 ans doublent avec un rendement de 10 %. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus
courir plus que ça, ben vous faites la première page du Journal de Montréal. Ouais. Et sincèrement, je comprends que les gens vont dénoncer, mais le couple qu'on parle dans le journal, il a mis 2 millions là-dedans. Il était, ce qu'on appelle en anglais, un petit peu trop greedy pour moi. J'ai un peu de misère à aller chercher de la pitié par rapport au type de placement qu'il faisait. C'était ma deuxième question, François. Je suis comme toi, un peu comme, tu sais, c'est un peu niaiseux de mettre autant d'argent dans un, puis tu sais, de se faire, de croire en ces affaires-là. En même temps, il y a une partie de moi qui est un peu empathique, tu sais, le monsieur dont on parle, un entrepreneur en construction qui a sûrement mis, tu sais, 1000 pièces par 1000 pièces de côté, toute sa vie, il arrive, là, il dit, hey, je vais donner mon million. Puis là, tu sais, c'est une arnaque, là. Je sais pas comment. Es-tu sensible? Ouais, es-tu sensible quand même un petit peu? Tu sais, le monsieur il a tout perdu là finalement. Tu sais, c'est un vrai entrepreneur, tu sais, qui a fait sûrement des maisons puis des solages puis des belles choses toute sa vie puis il s'est fait tout voler là finalement. Est-ce qu'on devrait mieux protéger les gens d'eux-mêmes? Mais l'AMF, dans le temps de la pandémie, moi j'ai fait du day trading de 2012 à 2021. C'était mon gagne-pain. Je faisais ça à temps plein. Et en 2021, tout le monde était à la maison. Je faisais des lives sur le day trading pendant que je tradais. Puis il y avait un paquet de gens. Et j'ai dénoncé à peu près 6 fois à l'AMF des vendeurs de formation, des choses promises. Et moi, je fais toujours attention de ne jamais donner de recommandations. Je vais regarder ce qui se passe. Je vais dire, moi, je vais en acheter, mais c'est pas jamais des recommandations. Et l'AMF n'a jamais rien fait. Donc, est-ce qu'il manque d'inspecteurs ou est-ce qu'il y a du laxisme? Est-ce que l'AMF devrait aller fouiller? Regarde, moi, je suis dans la transformation alimentaire. La MAPAC, là, elle vient me voir régulièrement, pas toujours quand il y a des problèmes, voir est-ce qu'on suit les choses selon les normes. Puis c'est normal, on nourrit les gens. Donc, pourquoi que l'AMF va pas faire le tour de ça? Pourquoi l'AMF ne met pas un avis? Parce que cette compagnie-là est enregistrée au point au niveau de l'AMF, je crois, là. Donc, pourquoi l'AMF va pas émettre un avis pour dire, écoutez, là, ça pourrait être dangereux, là, vraiment, vraiment dangereux. Ça veut dire que cette compagnie-là, pour avoir son numéro de l'AMF, son règlement, ça veut dire qu'elle a fait un prospectus. Mais est-ce qu'il y a trop de laxisme? Bien évident qu'il y en a trop. Ouais. Et j'ai bien de la misère. Moi, honnêtement, là, quand tu viens voler les gens, parce que c'est ça, faire un prêt à 30%, là, c'est, à part Georges Gillette, il faut remettre en question, hein, en perspective, Georges Gillette, pour acheter le Canadien, avait un taux de 25% d'intérêt. Mais la plupart du temps, c'est pas des grands hommes d'affaires qui vont emprunter là-dedans. C'est des gens qui sont pris à la gorge. Effectivement. Et ça me gêne bien gros de faire de l'argent sur le dos de ces gens-là. Je t'entends. François, bon, je t'avais prévenu, je voulais un petit peu prendre une minute de ton temps, parler du sujet de l'heure, là, puis parce que tu as commenté là-dessus publiquement. T'étais d'ailleurs à l'émission de Sophie Durocher la semaine dernière, là, dans le blanc des yeux à LCN. Je t'ai écouté, il y a eu des articles là-dessus. Tu parles de Pablo Rodriguez comme un homme qui a atteint son niveau d'incompétence. Hein, là, je te cite. Oui. Tu connais bien Pablo, tu l'as dit, depuis plus de 10 ans. J'ai vu Dimitri Soudas également témoigner là, de l'intégrité de l'homme, mais en même temps, il se retrouve dans une situation, puis là, on a appris sa démission là, il y a quelques minutes, une situation intenable. Parle-nous un peu de Pablo Rodriguez, de ton point de vue, s'il te plaît. Ben moi, je t'ai connu en 2015. On m'avait mis en contact et j'avais trop de temps de libre, donc je m'intéressais peut-être à la politique, mais j'avais 2 jeunes enfants de 14 et 12 ans. Ouais. Et Pablo m'avait approché pour que je me lance avec l'équipe libérale. J'y ai pensé sérieusement. On a mangé, on a échangé régulièrement. Il m'a fait présenter un paquet de ministres et des gens influents parce qu'il y avait un plan pour moi. Ils me l'ont jamais dit, mais j'étais capable de comprendre quel type de poste. Donc, après ça, il m'a invité, j'avais dit non, il est en pouvoir, il m'avait invité, viens passer une journée au Parlement avec nous. Je veux que tu pognes la piqûre. Fait que j'étais passé une journée au Parlement. Pablo est un chic type, puis je pense que personne remet en cause le côté bonasse et le côté bon gars de Pablo. Mais il a été pris d'une naïveté. Puis quand on parle de principe d'incompétence, son niveau d'incompétence, c'est que tout le monde, puis moi, ben toi, t'es animateur, j'ai déjà remplacé Richard une semaine à Cube. J'ai souffert le partir intérieurement pour essayer d'être bon. Ouais. Parce que moi, je suis un chroniqueur. Je le sais, quand tu me donnes la part, tu me fais une passe à la palette, je vais partir, tu vas m'interrompre, tu vas me ramener ailleurs. C'est là-dedans que je me débrouille bien. Donc, moi, le niveau d'incompétence, je l'ai à différents niveaux, mais définitivement, comme animateur, j'aime pas ça. C'est pas ça que je veux faire. Mais Pablo aurait jamais dû
se présenter. Je l'avais dit même avant, je suis pas sûr qu'elle étoffe d'un leader. Puis quand je regarde les noms qu'on circule, le Parti libéral, il va falloir qu'il arrête de courir après ceux qui vendent le plus de cartes, parce qu'en ce moment, c'est comme ça que tu deviens chef. Combien de cartes que tu vends, combien d'argent que tu lèves, ça n'amène pas des bons leaders. Qui est le leader qui veut l'avoir? Puis encadrez-le pour aller chercher le meilleur leader disponible, mais qui est pas disponible à faire des cartes. Ça m'intéresse pas la politique. Je me considère peut-être pas un leader dans mon domaine, mais peut-être pas en politique. Dommage. Mais si on m'approchait, Dommage, je François, dirais non. tu scoopes ma dernière question, parce que là, il y a une ouverture là en date d'aujourd'hui. Je me disais, François Lambert, Parti libéral du Québec, non? C'est pas dans ton roadmap. Tes enfants sont plus grands maintenant? Oui, mais mon entreprise m'occupe à temps plein et surtout, ça m'intéresse pas de vendre des cartes. Ça m'intéresse pas de lever de l'argent. Ça me tente pas de faire ma prostituée dans des soupers pour aller chercher des 500 piastres comme il s'est passé. Ce genre de choses-là ne fait pas partie de mon ADN et je serais pas à l'aise en politique avec toutes ces choses-là à faire. Je vais m'occuper de mon entreprise, je vais vous dire oui à l'occasion. Je vais faire ce que je fais de mieux, gérer mon entreprise et faire des chroniques. Entre-temps, très bon chroniqueur. François, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis évidemment, on se reparle au fil du vent. Il y aura certainement d'autres sujets d'actualité pour te faire venir à l'émission. Hey, merci.